Du respect des distances sociales et physiques, nous sommes autorisés à retirer nos masques. Je le fais tout de suite. Et je peux enfin vous accueillir. Bonjour et bienvenue dans l'auditorium du Monde, du journal Le Monde, qui accueille la seconde conférence de cette deuxième journée de l'Université du réseau des référents handicap de l'AGEFIP. Une université 100% numérique, comme vous le savez, mais avec quelques temps en présentiel, comme maintenant, filmé ici pour tous les internautes qui sont très nombreux, me dit-on, qui suivent cette université, et je profite pour saluer les prouesses techniques et nos techniciens en régie. Je m'appelle Charles Miara et j'ai le plaisir d'animer cette conférence qui s'intitule « Révolutionnaire ». Elle va accueillir 6 intervenants inspirants pour changer les habitudes et innover. Innover, c'est justement une des branches de cette université, une des branches de l'ADN de cette université et une des branches de l'ADN de l'AGEFIP. Et j'ai justement la chance et l'honneur de partager cette scène avec celle qui est en charge de l'innovation à l'AGEFIP. Je nomme et je présente Véronique Bustrel, directrice de l'innovation, de l'évaluation et de la stratégie à l'AGEFIP. Alors, ma chère Véronique, la vision de l'innovation à l'AGEFIP, qu'est-ce que c'est ? Bonjour Charles, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui dans ces magnifiques locaux et effectivement avec un sujet qui est ô combien intéressant, celui révolutionnaire de l'innovation. L'innovation, c'est quoi pour l'AGEFIP? L'innovation, c'est dans l'ADN de l'AGEFIP, vous l'avez dit à l'instant, dans son ADN parce qu'il y a 30 ans, elle a réinventé la façon dont on accompagne et l'on suit les parcours des personnes en situation de handicap, dont on accompagne et on produit finalement de nouveaux modes d'organisation du travail avec les entreprises et au plus près des entreprises. La GFIP, c'est aujourd'hui se réinterroger pour faire en sorte que finalement, dans notre société où l'inclusion est au cœur de nos préoccupations, on puisse tous ensemble proposer de nouveaux modes d'action qui répondent finalement aussi à de nouvelles aspirations, celles des personnes en situation de handicap, des personnes qui n'ont pas toujours été bien identifiées, donc aussi avec des typologies de handicap, des états de santé qui sont révélateurs de situations de handicap et qui peuvent bénéficier d'accompagnement. C'est aussi prendre en considération dans l'innovation l'économie, le monde économique dans lequel nous vivons. C'est aussi prendre en considération par-delà finalement l'évolution de la société, comment la société se positionne. À la GFIP, l'innovation, c'est à la fois un levier pour les pouvoirs publics, pour faire avancer les politiques publiques, et puis c'est un levier pour faire évoluer l'offre d'intervention de la GFIP en direction des personnes et des entreprises, et c'est donc une façon pour nous de considérer l'action pour les personnes en situation de handicap et pour le développement de l'emploi des personnes en situation de handicap. Merci Véronique, ce très beau plaidoyer de l'innovation est tout à fait éclairant. Mais est-ce qu'on peut encore innover après tout ce que vous venez de nous dire ? Je pense qu'on peut être et on doit être des activateurs de progrès dans notre quotidien pour faire en sorte que justement on soit toujours inventif, toujours innovant, toujours en réflexion pour ouvrir de nouveaux possibles pour les personnes en situation de handicap, ouvrir de nouvelles voies. On va le voir tout à l'heure avec nos intervenants et nos inspirateurs, on va dire. Mais c'est pouvoir aujourd'hui, comme avant, mais plus encore, et y compris dans cette situation très particulière à laquelle on est confronté, c'est de pouvoir finalement penser autrement les choses. Et c'est s'autoriser à chaque fois à penser autrement les choses, à faire le pas de côté qui nous permet d'être inventifs. Et il me semble que vraiment, on a la chance aujourd'hui d'avoir des personnes qui explorent des nouveaux horizons technologiques, techniques, des nouveaux horizons managériaux, des nouveaux horizons dans la formation, dans l'emploi, dans l'entreprise, des nouveaux horizons qui permettent aussi de mettre les personnes en situation de handicap au cœur de la participation et de l'engagement pour l'emploi des personnes handicapées. Merci beaucoup Véronique. Alors justement, dans cette veine de l'originalité, de l'innovation, on a aujourd'hui la chance de vous présenter 6 parcours, 6 projets, 6 actions inspirantes qui permettent de transformer les contraintes en opportunités. Faire bouger les lignes, passer d'une difficulté
à une capacité. La conférence d'hier évoquait la prise en compte, la nécessaire prise en compte de la fragilité dans l'entreprise pour effacer les peurs. Gageons que les présentations de cet après-midi nous permettent de réfléchir dans ce sens. Aussi, aujourd'hui, nous avons choisi un format très original. Pas de table ronde, pas de conférence classique, mais une succession de prises de parole. Et pour démarrer, j'appelle cette première prise de parole et je demande à Camille Meyer de bien vouloir me rejoindre sur la scène et accéder au pupitre. Camille Meyer de Saint-Plon. Alors, normalement, on vous voit, mais non, on se tutoie. Alors, on a dit que ce serait un peu sympathique. Et Camille, si tu veux bien démarrer, nous avons l'autorisation de retirer nos masques compte tenu du respect des distances. Je te laisse la parole. Merci Charles. Margot a 32 ans. Elle est polyhandicapée suite à un accident de naissance et elle a besoin d'aide dans son quotidien. Margot a fait des études de traductrice et elle a cherché un emploi pendant longtemps sans jamais le trouver avant de décider de faire une reconversion. Margot, maintenant, est développeuse data dans une entreprise qui est en pleine croissance. Dans l'histoire de Margot, il y a un peu de la mienne. Moi, je suis Camille, je suis responsable du programme Handicap de Saint-Plon. Saint-Plon, qui est une entreprise solidaire d'utilité sociale, créée en 2013, qui est implantée aux quatre coins de la France et aussi à l'international, et qui a comme objet de former aux compétences et aux métiers du numérique des personnes qui sont éloignées de l'emploi. C'est chez Saint-Plon que Margot a décidé de se former au développement data dans un environnement de formation inclusif et adapté à ses besoins spécifiques. Il y a 7 ans, Frédéric Bardot, qui est le cofondateur de Saint-Plon, a en effet fait le pari qu'avec ou sans le bac, avec ou sans ordinateur et connexion à soi, parfois avec des problèmes de santé graves, des milliers de personnes étaient néanmoins en capacité de se former et de réussir dans le secteur du numérique. Margot et d'autres apprenants Saint-Plon, des milliers d'autres, nous ont fait gagner ce pari à Frédéric Bardot et à nous tous chez Saint-Plon. La semaine dernière, je suis allée prendre un café avec Margot et elle m'a parlé de ces entreprises qui auraient voulu la recruter, mais qui n'ont pas pu le faire pour des raisons de moyens, de temps. Et elle m'a parlé de ce jour où elle a décidé de changer de stratégie, où elle a décidé qu'elle ne voulait plus être le problème des entreprises, mais qu'elle avait décidé d'être la solution des entreprises, et que pour être la solution des entreprises, elle allait chercher à acquérir des compétences rares sur le marché du travail. Elle allait chercher à se former au numérique pour, en fait, finalement, que la question de son recrutement ne se pose plus. Je pense que Margot a choisi une bonne stratégie, d'une part parce qu'elle a fonctionné, mais aussi parce que, imaginez-vous, le numérique, c'est 2/3 des futurs emplois. Ce sont des métiers auxquels on accède avec un niveau de Bac+2. Ce sont des métiers qu'on peut exercer depuis chez soi. Et puis, en 2017, par exemple, on savait qu'il y avait plus de 190 000 postes vacants à échéance 2022. Chez Saint-Plon, par exemple, rien qu'en 2020, on a formé plus de 4 000 apprenants aux compétences et aux métiers du numérique, dont 9% de personnes en situation de handicap. Margot a choisi de se former chez Saint-Plon et l'histoire de Margot, c'est aussi un peu celle de Saint-Plon. Plutôt que de vouloir à tout prix emprunter des sentiers balisés dont les accès sont complètement bouchés, chez Saint-Plon, on prend les chemins de traverse. Plutôt que de vouloir à tout prix s'intégrer dans des modèles prédéfinis, on les challenge, on les disrupte, et à plus forte raison lorsqu'ils sont injustes. Chez Saint-Plon, on forme des personnes qui sont éloignées de l'emploi, on forme des personnes qui n'ont pas les profils types aux métiers et aux compétences du numérique. Pour la question, comme pour Margot, du recrutement de ces personnes ne se pose plus.
quand j'entends Margot et quand je vous entends, vous, référent handicap, je comprends bien que ces sentiers non balisés ne sont pas faciles à emprunter et qu'il faut certainement beaucoup de courage pour, comme Margot, réussir à s'insérer professionnellement et pour vous, pour réussir à intégrer, à ouvrir les portes de l'emploi aux personnes en situation de handicap. Et en même temps, je suis persuadée, et je pense qu'on l'est tous chez Simplon, que c'est bien hors des sentiers battus, sur les chemins de traverse, là où il y a de la contrainte et parfois là où il y a de la difficulté, que l'on est amené à penser et puis à faire autrement. En tant que responsable du programme handicap de Simplon, je vous connais un peu, référent handicap en entreprise. J'ai été amenée à rencontrer certains d'entre vous qui justement voulaient recruter des profils comme celui de Margot. Et je me suis rendu compte que ce que vous faisiez n'est pas facile. Et je me suis aussi rendu compte que c'était indispensable. Pour nous, organismes de formation inclusif, ce que vous faites, c'est absolument nécessaire parce que pour que des parcours comme celui de Margot soient réussis, il faut qu'ils débouchent sur l'emploi. Et c'est grâce à vous qu'on y arrive. Et le travail que vous faites au sein des entreprises de conviction, de proximité, permet ce type de recrutement et donc permet de changer les regards au sein de l'entreprise. Et donc, comme les regards changent au sein de l'entreprise, et bien, ce qui est génial, c'est que les regards changent au sein de la société. Et ce que je voulais vous dire, et ce sera le mot de la fin, c'est que pour moi, référente handicap en organisme de formation inclusif, ce que vous faites, ça donne du sens à ce que je fais. Et je pense qu'on a vraiment des choses à faire ensemble. Et donc, contactez-nous, contactez Simplon et puis travaillons ensemble pour l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup. On a la chance d'avoir un petit public ici dans l'Auditorium du Monde. Merci beaucoup, Camille. Tu peux rejoindre ta place. Je suis vraiment très, très heureux de ces paroles qui permettent d'illustrer parfaitement cette disruption et qui ont permis à Camille, grâce au numérique, de trouver une voie. Notre deuxième pitcher, comme on dit, c'est Lambert Trénora, que j'appelle immédiatement au pupitre, de la société Girolift. Mon cher Lambert, tu peux également retirer ton masque. Je n'hésite pas. Et je crois que nos amis de la régie vont nous aider en mettant les balayer. Tu as ce qu'il faut? Très bien, je te laisse la parole. Merci Charles. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Lambert Trénora, président et cofondateur de la startup Girolift. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de mobilité. J'ai personnellement, il y a quelques mois, avant toutes les preuves qu'on est tous en train de passer, visité le musée de la Grande Guerre à Meaux. Et d'ailleurs, c'est un musée que je conseille à toutes et à tous. Très beau musée. Et en fait, je me suis retrouvé, moi, qui depuis des années travaille dans le handicap, retrouvé face à quelque chose qui m'a heurté, qui n'était pas arrivé jusqu'à mon esprit jusque-là. C'est l'évolution des choses. C'est-à-dire que, voilà, je me suis retrouvé face à un fauteuil roulant de l'après-Première Guerre mondiale. Et ça ressemblait à ça. Et je me suis dit, mais c'est quand même sacrément étonnant parce que depuis 1920, on a été capable d'envoyer des gens sur la Lune. Et même les plus sceptiques disent que ça a été fait à Hollywood, mais j'ai envie de dire que même si ça a été fait à Hollywood, c'est déjà une prouesse. On a envoyé des gens sur la Lune, on a inventé l'automobile avec tout ce que ça emporte. On est capable maintenant, cette année, on a encore envoyé une voiture dans l'espace. Et pourtant, en 2017, un fauteuil roulant, ça ressemble toujours à ça. Et en fait, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que l'esprit humain a été capable, lapsus révélateur, a été capable d'inventer Tolkien, des civilisations, des langues. On a été capable d'inventer Star Wars, des peuples, des langues, des autochtones sur des planètes qu'on n'imagine même pas. Et même dans un film que vous avez probablement tous vu, Avatar, en l'occurrence, ça se passe donc en 2154. Le personnage principal a été cryogénisé. On lui a fait faire un voyage de plusieurs millions d'années-lumière. On l'a fait atterrir sur une planète
où on met son âme dans le corps d'un autochtone, il parle avec la forêt à travers ses cheveux, et quand il descend du vaisseau spatial, il descend sur un fauteuil roulant qu'on pourrait acheter aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est capable de tout, mais le personnage principal se bat pendant tout le film pour une opération ou pour lui permettre de remarcher. Et il se balade sur ce fauteuil roulant-là. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable de tout, d'inventer l'avenir. Dans les années 70, on parlait déjà des voitures volantes. Et un fauteuil roulant, ça restera 2 grandes roues, 2 roues folles et les mains courantes. Voilà. Donc, chez Gyrolift, on veut un peu bouger ces lignes-là. La conférence juste avant, on parlait de chemin de traverse, c'est très juste dans tout ce qui s'applique au handicap. Et c'est exactement ce qu'on a voulu appliquer à Gyrolift. Donc, j'ai rapidement mis une petite vidéo de notre précédent dispositif, enfin notre précédent prototype. Donc, on est parti d'un dispositif qui est totalement déstigmatisant. On est parti d'un gyropode type Segway, Ninebot, etc. C'est cette plateforme sur 2 roues qu'on contrôle avec son centre de gravité. Donc, en se penchant en avant, légèrement en avant pour avancer, légèrement en arrière pour reculer. Et à cette plateforme, on a développé un module robotique pour permettre à tout type d'usager, qui soit aussi bien en situation de handicap, à mobilité réduite ou pas d'ailleurs, de se déplacer assis comme debout. Les capacités de franchissement, de maniabilité, de tout terrain de ces plateformes, donc voilà, on voit monter des pentes de 10%, de 5% sans aucune pénibilité, de se déplacer debout dans un dispositif qui est totalement déstigmatisant. Et donc, on s'est dit, quitte à bouger les lignes, autant aller jusqu'au bout. Et quel était le milieu sur lequel on aurait pu aussi faire bouger les lignes? C'est dans l'employabilité. C'est nos différents échanges avec Gérard Lefranc de la mission handicap de chez Thales, la responsable de la mission handicap de chez Dassault Systèmes, de chez Enedis, etc., qui nous ont amenés à se dire, mais nous, on a besoin de ce genre de dispositif pour favoriser le maintien et la réinsertion dans l'emploi, mais aussi réduire la pénibilité de certains emplois où on ne peut pas embaucher une personne à mobilité réduite, mais où on pourrait avec votre dispositif. Donc voilà, donc chez Gyrolift, on arrive là sur un marquage CE, on est en train de finaliser parce qu'on est allé jusqu'au bout du process intellectuel. C'est un dispositif médical de classe 1, ça répond aux besoins aussi bien des personnes en situation de handicap que des personnes qui en ont besoin ponctuellement ou qui n'en ont pas d'ailleurs. Et donc, on arrive sur cette commercialisation d'ici la fin d'année. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Lambert. Lambert, je crois que tu as oublié ton masque. Merci. C'est la révolution de la mobilité. Quand on a préparé cette conférence, vous voyez Véronique, je disais à Lambert, moi j'ai eu un petit accident cet été, j'étais en fauteuil, je me dis mais si j'avais eu Gyrolift, ça m'aurait changé peut-être ma vie de l'été. Merci beaucoup. Continuons ce parcours révolutionnaire. J'appelle désormais Céline Favy-Huin de Philobject. Ma chère Céline, merci de nous rejoindre au pupitre. Merci beaucoup. Et je te laisse la parole immédiatement. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier la GFIP de nous permettre de présenter nos solutions dans cette conférence révolutionnaire. Merci Charles pour la présentation. Donc du coup, je suis Céline Favy-Huin, cofondatrice et directrice générale de la société Philobject. Avant tout, je vais vous parler d'une histoire vraie. L'histoire de Mathieu, qui est salarié d'une entreprise qui s'appelle Orano. Cette entreprise a déménagé son siège social il y a 1 an tout juste. Et la grosse problématique, c'était comment permettre aux salariés en situation de handicap, dont le handicap visuel, de pouvoir se repérer et de trouver facilement leur marque et d'être capable de se déplacer en autonomie dans les nouveaux bâtiments. Mathieu est aveugle et il est convaincu de l'apport de Virtuose. Je vous en parle juste après. Je vais compléter cette histoire de Mathieu en vous parlant d'une expérience extraordinaire qui lui est arrivée. Quand je reprends ces mots, un matin, il allait se rendre à une réunion avec une collègue à lui qu'il a croisée dans le couloir. Et quand il a discuté avec cette collègue, sa collègue lui a dit « Je ne sais pas où est la salle de réunion ». Mathieu lui a dit « Moi, je sais. Par contre, une fois que j'arrive dans la salle, je ne sais pas comment c'est organisé à l'intérieur ». Sa collègue lui a dit « Moi, pas de problème. Tu m'amènes jusqu'à la salle et je te montre
et on s'assoit ensemble à l'intérieur. En fait, ce jour même, il nous a appelés le soir pour nous donner ce témoignage parce que pour nous, c'était quelque chose d'extraordinaire, qu'il nous partage le fait que lui, en tant que personne aveugle, ait été capable d'amener une personne dans un environnement qu'elle ne connaissait pas elle-même. Je vais compléter l'histoire avec l'histoire de Philobject. Historiquement, Philobject, nous sommes spécialisés en impression 3D professionnelle avec la particularité de travailler le composite. Au départ, on faisait de la sous-traitance pour le secteur industriel, mais avec Sylvain, mon associé, nous avons des valeurs sociétales très très fortes et nous avons voulu mettre ce savoir-faire en impression 3D au service du handicap. Et nous avons décidé de nous consacrer à la déficience visuelle parce que nous sommes partis du constat qu'une personne malvoyante ou non-voyante, quand elle est dans un environnement qu'elle ne connaît pas, elle n'a pas la possibilité de se déplacer seule. Je vais vous faire un petit exercice. Imaginez que vous fermez les yeux et que tout en gardant les yeux fermés, vous retourniez à l'entrée du bâtiment où vous êtes. Cette expérience, c'est ce que vivent au quotidien 280 millions de personnes malvoyantes et non-voyantes lorsqu'elles souhaitent se déplacer dans un environnement qu'elles ne connaissent pas. Du coup, pour pallier ce manque d'autonomie des personnes malvoyantes et non-voyantes, nous avons créé Virtuose. Donc, Virtuose, c'est un plan tactile et vocal qui permet aux personnes malvoyantes et non-voyantes de pouvoir comprendre leur environnement et de s'y déplacer en autonomie grâce au sens du toucher et de l'ouïe. C'est un plan qui est en relief, fait en impression 3D. Le principe, c'est que grâce au toucher, la personne vient découvrir cet environnement et se crée une image mentale claire de tout cet espace. Quand elle appuie sur les symboles, elle obtient des informations sonores qui enrichissent sa compréhension du lieu. Par exemple, ici, dans cette salle, on pourrait dire où sont situés les pupitres, mais également qu'il y a 2 escaliers qui desservent les différents sièges avec 2 accès sur les côtés. L'idée, c'est que maintenant que la personne a son plan en tête et qu'elle sait à quoi correspond chaque symbole, elle est libre de choisir elle-même le chemin qu'elle souhaite emprunter pour se déplacer. Nous avons 2 versions de Virtuose, cette version qui est portable, sur laquelle on peut venir positionner différents plans. Pour une personne qui a besoin d'accéder à plusieurs espaces, elle vient positionner une plaquette qui correspond à l'étage où elle veut aller. Et Virtuose grand format qui permet plutôt d'avoir une vision macro d'un ensemble. Donc, soit ça peut être un campus de formation, ou alors sur un site sur une entreprise qui a plusieurs sites, ça peut être aussi de représenter ces différents sites. Concernant les collaborateurs d'entreprise, donc les collaborateurs malvoyants et non-voyants, Virtuose, ça leur permet vraiment de pouvoir accéder à des infrastructures et des services en autonomie, que ce soit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le retour aussi qu'on a des salariés, c'est que ça leur permet d'avoir une meilleure confiance dans leurs déplacements, donc une meilleure confiance en eux, d'avoir une meilleure estime, beaucoup moins de stress et d'être beaucoup plus à l'aise quand ils arrivent dans une salle de réunion, par exemple. Et pour l'entreprise, c'est vraiment apporter aussi de l'équité pour les salariés, outre le fait de pouvoir permettre à ses collaborateurs d'avoir cette liberté de choisir leur chemin, c'est aussi leur donner cet accès et de respecter l'équité entre les salariés. Du coup, moi aussi, j'ai une petite vidéo à vous montrer qui est assez rapide. Bureau de Nathalie. Espace détente, le sol est en lino sur tout cet espace. Le plan interactif, ce qu'il apporte, c'est avoir ce que nous on appelle une représentation mentale d'un espace. Quand on ne voit pas, on part dans l'inconnu. Salle de réunion, 2408. On ne sait pas où on va et c'est essentiel de savoir déjà où est-ce qu'on va et quel est notre environnement. Bonjour Nathalie. Bonjour David. Avec un plan comme ça, je sais où je mets les pieds, très bien. J'arrive à déterminer à peu près où je suis. Donc c'est un élément assez important. Du coup, avec un dispositif comme celui-ci, chaque personne déficiente visuelle devient son propre virtuose dans son déplacement. Merci. Merci beaucoup, bravo. Merci Céline. Merci Céline de nous apporter une révolution sensorielle pour cette séquence et le chemin de la virtuosité finalement.
Tu as oublié ton masque. Reviens, on a un peu de temps, il n'y a pas de problème. Céline était notre 4e intervenante. J'appelle maintenant notre 5e intervenant. Non, pardon, je dis des bêtises, je ne sais plus compter. On en était à 3. Et maintenant, après 3, c'est 4, Véronique, vous me confirmez? 4e intervenant, j'appelle mon camarade Virgile Abondanza de Me and You. Mon cher Virgile, prends ton temps. Je crois que Virgile a une petite surprise, mais je le laisse manœuvrer. Voilà. Prends ton Charles. temps, je t'en prie. Oui, j'ai une petite surprise, en effet. Bon. J'ai ramené avec moi des objets. J'imagine que vous connaissez tous. Je vais commencer déjà par vous remercier, Charles, et par vous remercier, Véronique, et dire bonjour à tous nos internautes virtuels, à notre réseau de référents handicap, nos amis du réseau référents handicap. Alors, bien sûr, comme tu as si bien dit, Charles, je m'appelle Virgile Abondanza. Je suis le cofondateur et le président de Me and You. Bon, alors, je reviens à ces objets. J'imagine que vous les avez tous reconnus. Je tiens dans mes mains des cuillères. On commence facile, hein. Je pense que vous aviez donc deviné. Déjà dans mon cœur, vous êtes tous des champions. Bravo à vous. Mais alors, ce que vous connaissez peut-être pas, c'est la théorie des cuillères. Et oui, qu'est-ce que la théorie des cuillères? J'en profite pour les poser pendant que vous réfléchissez. La théorie des cuillères, parce que lorsqu'on a une maladie invalidante ou qu'on est en situation de handicap, on a en fait souvent à gérer sa fatigabilité. Ce qui nous amène à faire des choix, d'ordonner, de prioriser nos tâches et nos activités, car elles vont avoir un impact sur le reste de notre journée et sur les journées qui vont suivre. Alors, chaque matin, on se lève avec un certain nombre de cuillères. Si j'ai respecté mes process de fonctionnement en jaugeant et en jugeant les tâches et les activités qui accroissent ou baissent ma fatigabilité, mon nombre de cuillères sera le même les jours suivants. Mais si je ne respecte pas cela, mon nombre de cuillères va baisser jour après jour jusqu'à ce que je ne puisse plus rien faire ou que je tombe malade. Voilà, savoir gérer ma fatigabilité, c'est un savoir expérientiel. Ah oui, je sais, là, c'est pas commun. Savoir expérientiel, on se demande tout de suite ce qui se passe. Un savoir expérientiel, Céline, tu en as très bien parlé. Les personnes déficientes visuelles savent parfaitement où sont rangées leurs affaires, sont très organisées dans leurs déplacements. Elles savent exactement comment gérer leur journée. Et au même titre qu'une personne qui, par exemple, va avoir besoin d'une aide humaine, elle va savoir manager son aide humaine pour justement se rendre autonome au quotidien. Ces savoirs expérientiels, ils peuvent être transcrits en compétences, en fait, parce qu'ils peuvent être transcrits même en savoir-être ou même en savoir. Car quand je gère ma fatigabilité, au quotidien, je résous des problèmes complexes, je fais preuve de créativité, je gère mon stress et je gère mon temps. Alors, sans que vous vous en rendiez compte, je viens de citer 4 savoir-être déterminants du management. C'est 4 savoir-être déterminants du management. Ce qu'on propose chez Me and You, c'est de valoriser les savoirs expérientiels de vos salariés en situation de handicap pour une meilleure efficacité dans votre entreprise, pour un meilleur maintien dans l'emploi, une meilleure intégration et une meilleure qualité de vie au travail pour les personnes en situation de handicap. Alors, quels sont
Vous allez me dire, quels sont les 3 ingrédients de la formule magique qui nous permettent de réaliser de telles prouesses? Alors, je ne vais pas tarder à vous les dire, même je vais vous les dire maintenant. Le premier, c'est que Me and You mise sur le pair accompagnement, c'est-à-dire l'accompagnement entre pairs, la transmission et le partage d'expériences entre personnes en situation de handicap. Cette posture relationnelle spécifique et unique répond à la volonté de renforcer les capacités d'autonomie, d'améliorer tout l'écosystème de l'entreprise et de contribuer à l'autodétermination et à l'empowerment. On a déjà accompagné plus d'une centaine de binômes avec Me and You, des binômes de pairs, pour plusieurs entreprises, associations ou organismes publics. On a des résultats très positifs dans le développement des savoir-être, des compétences des personnes, dans le développement des réseaux, de leurs réseaux personnels comme professionnels, et bien sûr, pour une meilleure intégration de ceci en entreprise. Notre deuxième ingrédient de la formule magique Me and You, c'est que tous nos coachs sont en situation de handicap, en plus d'être certifiés. Certifiés au pair accompagnement. Ce qui nous différencie en fait de l'emploi accompagné ou du job coaching ou même du coaching classique. C'est qu'en fait, notre pair accompagnement fait intervenir l'effet miroir, ce qu'on appelle le conflit socio-cognitif. Ça permet en fait un échange horizontal de médiation, sans jugement, à l'inverse de la distance qui peut exister, en fait, peut-être plus verticale, avec les relations qu'on peut avoir avec les RH, avec les référents handicap, avec les managers, ou même les psychologues ou les assistantes sociaux de son entreprise. En fait, Me and You arrive en marque blanche dans l'entreprise, et cette marque blanche, ça permet d'avoir ce regard extérieur, ce regard peut-être plus horizontal, comme je vous l'ai si bien dit. On va passer au troisième ingrédient de la formule magique de Me and You. C'est avant tout et aussi l'animation de notre communauté. Parce que chez Me and You, on a une communauté de pairs, de talents atypiques qui évoluent ensemble, qui s'entraident, qui se soutiennent, qui se motivent et qui partagent ces expériences. Cette animation en fait de communauté, notre communauté Me and You, elle nous permet en fait d'avoir cette vision qui fait qu'on est capable d'animer des communautés en interne, des communautés de pairs en interne en entreprise, mais aussi d'animer des workshops, d'animer des ateliers, des focus groups, d'animer des événements, toujours en partant des besoins de la personne en situation de handicap. Notre leitmotiv chez Me and You, c'est vraiment en fait d'avoir cette approche toujours centrée sur la personne. On est vraiment dans le faire-faire plutôt que dans le faire à la place. Et tout ça, notre communauté, c'est sur une plateforme en ligne où nous sommes déjà plus de 100. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais vous souhaiter une bonne journée et je vais récupérer 3 de mes 4 cuillères car je vous avoue que ça m'a un peu stressé, ce pitch. Merci encore. Merci Virgile. Alors Véronique, c'est pas grave, c'est ma béquille. C'est la révolution de la béquille. Après la révolution des œillets, la révolution des cuillères, révolutionnaire, la pérédance. Ah mais moi, je trouve fabuleux toutes ces interventions. Je me permets du coup d'interagir parce que je trouve toujours très intéressant de voir comment finalement l'inventivité au service de la mobilité, au service des compétences, au service finalement du développement du savoir expérientiel et du partage de pratiques peut venir irriguer l'action qui peut être conduite dans les entreprises avec les référents qui sont inscrits au réseau des référents handicap et tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, mais demain qui vont s'inscrire forcément. Et c'est tout ça qui doit irriguer notre société pour que demain, on ait plus d'inclusion. Donc, je trouve vraiment chacun des intervenants très intéressant. Et à sa façon, j'ai envie de dire que main dans la main, on doit pouvoir y arriver. Merci beaucoup pour ce petit mot d'interlude, parce qu'il nous reste encore
2 conférencières, n'est-ce pas? Et j'appelle désormais notre 5e révolutionnaire, Philippa Mott. Philippa est formatrice et consultante. Elle a aussi retiré son masque. J'avais le droit. Tu avais le droit. J'avais le droit. Philippa, ça fait très longtemps qu'on se connaît, donc je suis un petit peu comme avec les autres. Je te tutoie, ça ne te dérange pas? Je te laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, comme l'a dit Charles, je suis formatrice, consultante et coach sur les enjeux de handicap psychique et de santé mentale au travail. Et j'interviens aujourd'hui dans le cadre d'un partenariat très étroit qui dure maintenant depuis plusieurs années avec l'association Clubhouse France qui accompagne les personnes qui souffrent de troubles psychiques dans leur réinsertion sociale et professionnelle. Et aujourd'hui, je vais aborder avec vous un beau sujet. C'est la façon dont le handicap psychique vient challenger le management. Et pour aborder ce sujet avec vous, je vais vous poser une première question. Est-ce que, selon vous, je suis en situation de handicap psychique? Premier challenge, c'est un handicap invisible. Deuxième question, est-ce que, selon vous, si c'était le cas, ce serait facile pour moi aujourd'hui de vous le dire devant des caméras en sachant que peut-être derrière vous êtes plusieurs centaines? La réponse évidemment c'est non. C'est un sujet, une problématique dont il est encore très difficile de parler, notamment en entreprise. Mais pour vous parler plus concrètement, même si c'est 2 éléments qui sont très concrets de la façon dont le handicap psychique vient challenger le management, je voudrais vous raconter l'histoire d'une jeune femme. Et ça me tient particulièrement à cœur de raconter aujourd'hui l'histoire de cette jeune femme parce qu'elle est récente et qu'elle est particulièrement exemplaire sur la façon dont cette problématique vient challenger le management. Cette jeune femme, elle était étudiante en pharma et à l'âge de 20 ans, elle est tombée très gravement malade psychiquement. Elle est restée 5 ans dans une institution psychiatrique, hospitalisée dans une institution psychiatrique. Ça arrive encore, ce genre de choses. Et pendant ces 5 années, à chaque fois qu'elle a essayé de proposer de reprendre ses études, de faire de la formation, on lui a dit non, vous êtes malade, c'est pas possible. Quand elle est sortie de cette institution, quelques temps après, elle a croisé la route d'une association qui l'a d'abord accompagnée à se reconstruire humainement, reconquête de sa confiance, recommencer à croire au fait qu'elle avait des compétences. Et puis ensuite, elle a voulu entamer un parcours professionnel et elle a obtenu un premier CDD de 6 mois dans une grosse entreprise et ça s'est super bien passé. Ça s'est tellement bien passé qu'on lui a proposé un 2e CDD dans cette entreprise, dans un autre département, et ça s'est super bien passé. Ça s'est tellement bien passé qu'au bout de ces 2 CDD, on lui a proposé un CDI. Et là, au bout de 3 mois, cette jeune femme, elle a commencé à ressentir de l'anxiété, elle a commencé à poser des arrêts maladie à répétition. Il y a eu quelques retours dans l'emploi, mais qui ne se sont pas très bien passés. Et malgré une action de médiation par l'association qui l'accompagnait, malgré une sensibilisation d'équipe qui avait été organisée à la demande de cette jeune femme à laquelle elle était présente, malgré tout ça, cette histoire a abouti à une rupture de contrat. Alors la question qu'on peut tous se poser et que vous devez sans doute tous vous poser, c'est que s'est-il passé entre ces 2 premiers CDD et le moment où elle est rentrée en CDI dans cette entreprise? Au moment où elle est rentrée en CDI, le manager qui l'a managée jusqu'alors a changé. Pendant la première année, cette jeune femme, elle a bénéficié d'un management de proximité, c'est-à-dire des points réguliers, c'est-à-dire une définition précise des tâches, avec des délais pour faire ces tâches, avec un retour sur ces tâches et avec des gens qui ont souligné quand c'était bien et qui ont formulé des critiques de manière bienveillante et de manière structurante. Ensuite, au niveau relationnel, eh bien, il y avait de la bienveillance, du dialogue, de l'empathie. Au moment où cette jeune femme est entrée en CDI, le management a changé, comme je vous l'ai dit. C'était un manager qui
était plus jeune, qui prenait son poste, qui a eu du mal à gérer le changement, la réorganisation de l'équipe, qui a eu le sentiment à certains moments d'être débordé, qui avait lui-même par moments des difficultés à s'organiser, et il n'a pas pu mettre en place ce management de proximité avec cette jeune femme. Donc, la leçon qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que le handicap psychique vient challenger le management sur 2 points absolument fondamentaux, qui sont la capacité à poser un cadre de travail et la capacité à mettre en place une relation de qualité. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion, j'allais dire, positive de cette histoire? C'est que, évidemment, il est possible d'insérer une personne en situation de handicap psychique dans l'emploi quand il y a les compétences, évidemment, il faut partir du poste. Mais par contre, il faut faire attention à la personne et à l'équipe qui vont intégrer cette personne au sein du collectif de travail. Parce que cette dimension du cadre et cette dimension relationnelle, elle est absolument fondamentale. Il y a des managers qui connaissent parfaitement leur métier, qui sont de très bons techniciens, mais qui peuvent avoir plus de difficultés sur ce genre de paramètres. Deuxième leçon qu'on peut tirer, c'est que pour ne pas que ça se finisse comme ça s'est fini pour cette jeune femme, eh bien, à partir du moment où on voit que ça commence à se tendre, à partir du moment où on a posé tous les actes de médiation, de sensibilisation et qu'on voit que ça continue à être difficile, alors il vaut mieux, sans prendre trop de temps, envisager un changement d'équipe, peut-être une prise de poste dans un autre contexte qui sera plus favorable. Alors, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que peut-être qu'une des choses les plus révolutionnaires qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est de révolutionner la relation. C'est de revenir à ce qu'on appelle des relations de qualité, empreintes d'humanité. C'est de la haute technologie, hein, on le sait tous, hein, dans nos familles, dans notre vie privée, au sein de notre vie professionnelle. Ça nécessite des mises à jour régulières et ça peut se déployer et aboutir sur des choses extraordinaires à partir du moment où on prend conscience de à quel point c'est central, cette dimension humaine, et particulièrement quand on est fragile psychiquement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Philippa. Encore une révolution, la révolution managériale, la révolution du handicap psychique. C'est très intéressant parce que hier, dans la conférence d'ouverture, on a évoqué toutes ces fragilités, toutes ces vulnérabilités qu'on doivent prendre aujourd'hui en compte les entreprises, justement dans leur management, pour créer de la solidarité. On nous a même appelé à la radicalité hier pendant la conférence, et là, on nous invite à changer le management. Véronique, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cet aspect peut-être, sur l'innovation, la stratégie? Est-ce qu'à la GFIP, on soutient ce genre de moi, transition? je suis radicalement favorable à cela. Mais moi, ce que je trouve, c'est cette convergence, c'est une espèce de triptyque entre finalement révolutionner l'économie, révolutionner le social et révolutionner l'humain pour revenir à des fondamentaux parfois, de simplement s'écouter, échanger, partager les bonnes idées, partager le vécu, partager la vraie vie des gens, partager la vraie vie du monde économique, et puis repenser finalement à comment on travaille tous bien ensemble. Parce que ce que j'entendais dans les propos de Philippa, c'est moi, je me notais, c'est finalement, ça doit servir à tout le monde, ça. Donc, si on peut faire du bien à tout le monde en partant du handicap, c'est dire que le handicap, ça peut être aussi révolutionnaire pour le monde tout entier et pour la société et pour l'entreprise tout entière. En repensant ces fondamentaux-là, on travaille pour tous et c'est pas juste un travail à part, mais c'est bien un travail à part entière pour l'entreprise pour travailler, irriguer l'ensemble de l'entreprise. Donc, c'est ce qui me paraît très révolutionnaire dans ce que j'entends jusqu'à présent. Merci beaucoup, Véronique. Last but not least, j'appelle notre 6e révolutionnaire de cette 2e conférence de l'Université du réseau des référents handicap de l'AGFIP, Dina Fourneret. Dina Fourneret, présidente de Macanac. Et vous? Dina. Bonjour à tous.
Tu permets que je te donne la parole? Pardon, excuse-moi. Prends ton temps, prends ton temps. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Et merci à vous 4 aussi. 5, pardon, excusez-moi. Parce que il y a beaucoup de choses que je vis avec vous dans... Enfin voilà. Bonjour à tous donc. Je suis Dina Fourneret. Je viens de le dire. Il faut que je me calme. Je suis une révolutionnaire, mais justement, normalement, elle est silencieuse, la révolutionnaire, parce que je suis aphasique. Je dois m'approprier un nouveau temps. Je dis mon nouveau temps depuis 2 AVC. Au présent, j'ai 51 ans, la moitié d'une vie adulte. Mais je reste une enfant. Je reste une enfant pour mon émotivité qui est sans filtre. Vous avez remarqué? Et parfois, je me vois centenaire à cause de ma fatigue, tu en parlais, la fatigue du soir, la fin de journée. Ça peut être, on peut avoir ce sentiment d'être centenaire. Après ma dernière opération, je me suis bien réveillée, je suis avec vous et contente, mais je suis un peu différente. J'ai perdu l'automatisme des mots. Ainsi, je suis en train de vous parler comme si j'étais très spontanée, mais non. Tout est écrit dans mes fiches et j'aime bien dire ma spontanéité est travaillée. J'ai donc choisi de réapprendre à mon rythme. Et ma première révolution, c'est quoi? C'est justement assumer mon handicap invisible. On en a parlé tout à l'heure. Donc, je suis la nouvelle Dina. J'ai dû commencer par le début. Et je dois vous parler de mes leçons d'orthophonie. Je n'ai pas de cuillère, mais d'orthophonie. 3 fois par semaine, depuis 5 ans. B, A, bas. C'était le début. C'est devenu un combat à chaque jour. Trouvez le mot. En décembre 2015, B, A, bas. Octobre 2020, aujourd'hui. Je vous laisse juger. Ça va mal. Ça va bien, pardon. Avant, j'étais chef d'entreprise dans la mode. Depuis, je suis toujours entrepreneuse. Entrepreneuse, oui, c'est comme ça qu'on dit. Mais entrepreneuse de ma tête. En 2 mots, je dois réinventer la gestion de mon temps et de mes émotions. Je réapprends les mots, j'ai le droit. Je suis une émotive à fleur de peau, j'ai le droit. Ma spontanéité est sans limite, j'ai le droit. Je peux être fatiguée et plus lente dans mes questions comme pour mes réponses et j'ai le droit. Et de ces droits, en fait, j'en ai tiré mes forces. Mes limites sont mes armes pour rendre au plus positif tous mes combats. Et finalement, je me dis que je suis devenue une vraie entrepreneureuse. Une entrepreneureuse pour parvenir à trouver ma place, puisque ma vie sociale doit s'orchestrer dans une positivité permanente. Entrepreneureuse. J'ai fait maintenant mon métier, j'en ai fait mon métier, sans peur de marquer ma différence. J'ose tout. Charles m'a demandé de vous raconter en quoi mon handicap m'a poussé à innover pour reconstruire ma vie sociale et professionnelle. Et voilà donc, je suis parmi vous
avec mes fiches. Et mes combats, mes actions révolutionnaires, je suis vraiment contente de les partager avec vous, vous tous référents handicap dans l'entreprise. Je suis contente parce que j'ai une certaine idée j'ai une certaine idée qu'on est amené peut-être à faire des choses ensemble. Alors, ma première révolution, ce sont mes anciens... Ah, il faut que je fasse un truc. Tac. Voilà. Un TEDx. Ce sont donc mes anciens camarades d'école, le CELSA, qui m'ont proposé un challenge. 6 oratoires, comme ce soir d'ailleurs, comme aujourd'hui, devaient parler sur le thème du temps. Donc j'ai dit oui, et j'en ai fait partie. 10 minutes devant 200 personnes. Ce fut mon premier grand oral d'aphasique. C'est mon deuxième aujourd'hui. Vous pouvez regarder la vidéo YouTube sur TEDx CELSA 2019. Excusez-moi, je n'ai pas le nom de 20. Bon. J'ai bien l'intention de susciter l'envie. Imaginez un TEDx handicapé pour partager nos humanités et relever le défi. Imaginez. J'en viens donc à ma deuxième révolution. Tac. Ça marche. Très vite, j'ai réalisé que je ne pouvais pas agir seule. Oui, je dispose de force, mais seule, je bug. Et c'est comme cela que j'ai créé une association. Elle s'appelle Makana Kevo. L'idée est de regrouper personnes handicapées et non, ou non, et où. Ensemble, autour de nos forces. Chacun à sa place, avec l'idée commune que la culture pourrait, aussi bien que le sport, être au service du handicap. Je rêve que la dynamique des Jeux paralympiques de 2024 à Paris pourrait permettre à la culture, comme le sport le fait déjà, de rentrer vraiment dans la vie des personnes handicapées, leur donner l'occasion de se mettre en valeur et de montrer leur force. Et maintenant, je vais terminer par ma troisième révolution. C'était le 21 novembre 2019, à 14h30, dans 11 villes de France, sous le patronage de Madame Sophie Cluzel. Avec le soutien du groupe La Poste, nous avons proposé à ces agents handicapés de participer par eux-mêmes à une opération créative. Et pourquoi pas? Il s'agit d'une performance artistique collaborative inspirée du projet de l'artiste de JR, l'artiste français. Donc, en fait, 200 postières et postiers que j'ai patacane, et que ces 200 postières et postiers ont accepté de coller eux-mêmes leurs portraits sur les façades des bureaux de la Poste. 200 posters en noir et blanc, 95-135 cm. Tous se sont assumés, sans gêne, avec fierté et détermination. J'ai intitulé l'opération « Trouver ma place ».
C'est un slogan qui s'est révélé mobilisateur. À écouter de toutes vos choses, je crois qu'on n'est pas fini d'en parler. Trouver ma place. Un slogan et en fait une histoire vraie. Toute une dynamique de renverser la vapeur et faire bouger le mammouth. Je ne sais plus si je dois Feken, trouver ma place. Eh ben tac, pardon. Excusez-moi, au travail donc, je dis, pour renverser la vapeur, ce sont maintenant de vrais groupes miroirs, parce qu'on a besoin de savoir, c'est mieux, de pouvoir avoir des groupes. Là, je suis dans le Bondong et Manan. Alors, c'est exactement ça le handicap du invisible. Donc, au travail, grâce à trouver ma place, la Poste, à l'époque, est parvenue à rencontrer de vrais groupes miroirs qui participent aujourd'hui et relayent les actions d'inclusion et d'insertion dans l'entreprise. De la partie créative, on arrive à inclusion et insertion. Après cette première édition, donc je vais oser encore, même si je n'arrive plus très bien à parler tellement je suis émotive. Je vous propose aujourd'hui de faire germer ensemble d'autres graines. D'autres rendez-vous comme ce 21 novembre 2019. Une révolution de l'image pour que chaque personne handicapée s'affirme dans son identité au travail. Trouver ma place, c'est maintenant à vous. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci beaucoup, Dina. Je vais prendre la main. Et là, on peut voir un exemple. Hein. Tu peux nous dire un petit mot de cette photo. Tu te souviens où elle a été prise? Elle était à Avignon. Voilà. JR, c'est le garçon qui s'amuse à tout. Hop, c'est jeune. Coller. Ces femmes, avant que je commence, spontanément, elles me disaient « je suis moche, je suis ci, je suis ça ». Et puis, je n'ai pas envie de faire part de mon handicap. À Avignon, à Nantes, à Lille, même à Chantilly. Même à Chantilly. Tous, sous la pluie, sous le soleil, peu importe, étaient là et ont pu se partager pour la première fois avec les directeurs de région, avec monsieur le maire, avec monsieur ci, monsieur ça, mais prendre leur place dans la société et dans l'entreprise. Ils étaient contents. Merci beaucoup, Dina. Trouver sa place, c'est un joli slogan. 6 inspirateurs de progrès, 6 inspirateurs d'égalité. Je parodie volontiers les slogans de la maison AGFIP. Révolution à tous les étages. Qu'est-ce que vous en pensez, Véronique? Je me suis noté la même chose, c'est-à-dire que je me suis dit, en fait, il faut se révolutionner soi-même, se réinventer. Il faut révolutionner l'entreprise, l'environnement dans lequel on agit au quotidien. Puis il faut révolutionner la société. Donc j'étais aussi dans le même état d'esprit. Finalement, c'est tous les étages qu'on doit réinventer, repenser. Et en même temps, on doit s'inspirer du vécu et finalement de choses relativement simples. Donc c'est vrai que la révolution, elle n'est pas forcément, parce que la révolution, ça peut faire peur. La révolution, c'est aussi dans la simplicité du vécu et du quotidien. Et moi, c'est ce que je retiens de tout ce qui vient d'être dit. Et je pense que et je retiens aussi la dernière image que nous a proposée Dina, c'est aussi de dire qu'on ose s'afficher, qu'on ose dire les choses, qu'on ose parler, qu'on ose se montrer, puisque finalement c'est quand on ose montrer les difficultés, quand on ose montrer ce que l'on est, qu'aussi on pourra réinventer ce que l'on fait, puisque c'est vrai que c'est souvent dans ces difficultés-là qu'on va
faire jaillir finalement des sources d'invention, des sources qui vont permettre demain de permettre la mobilité, l'autonomie, les parcours, les compétences, faire s'exprimer tous les talents. Et il me semble que l'AGFIP, elle a cette volonté de vouloir inspirer tous ces talents, faire en sorte qu'ils vivent et qu'ils s'expriment au quotidien pour faire en sorte que le progrès, ce soit quelque chose qui soit vivant, avec nous, parmi nous, et qu'on puisse ensemble repenser des sujets aussi qui parlent à tous. Et en ce sens, la mobilisation que lance l'AGFIP aujourd'hui avec Activateur d'égalité, que vous pouvez retrouver sur la plateforme Activateur d'égalité, justement, c'est aussi de pouvoir susciter l'innovation, susciter le fait de pouvoir finalement contribuer à ce monde de progrès, ce monde auquel on aspire tous. Et il me semble que les référents du réseau des référents handicap sont des gens qui ont une particulière sensibilité et leurs contributions, elles sont espérées et attendues parce que dans ce monde, finalement, chacun compte pour inspirer, être un révolutionnaire à sa façon et contribuer à ce monde de demain auquel on aspire tous. Donc, soyons tous révolutionnaires et heureux, c'est ce que j'ai entendu, heureux. Merci beaucoup Véronique. Merci de cette magnifique conclusion de cette deuxième conférence de l'Université du réseau des référents handicap. J'appelle maintenant les internautes à ne pas oublier que justement dans une logique de liberté, d'égalité, il y a le J4 avec la fraternité qui nous attend. Et je rends l'antenne à Cognac-Jay. Merci beaucoup. À vous les studios.